Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va présenter le webinaire sur comment construire ou reconstruire une équipe de prospection. Et donc sera présenté par Nicolas, auteur du livre Les nouvelles machines de guerre commerciale. Et Emma, qui est consultante en stratégie de croissance, qui parle avec des dirigeants pour les aider à construire leur machine. Oui. C'est ça, Emma? Exactement. Ok. Surtout, donc, pendant le webinaire qui va durer 30 minutes, n'hésitez pas à poser des questions et on y répondra donc à la fin du webinaire. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un sujet qui est très dense quand même, hein, donc on a dû faire des choix et on va vous présenter l'agenda. Donc l'idée c'est ça, c'est si vous voulez construire une machine de prospection ou si vous en avez une et puis vous sentez que ça s'essouffle, vous voulez l'améliorer ou peut-être la remettre en place, bah, c'est un peu l'idée qu'on reprenne un peu toutes les bases, les retours d'expérience, tout ce qu'il y a de nouveau, etc. et qu'on voit un peu les différents aspects. Et puis, bah, vous aurez probablement, on fera probablement une longue, je pense qu'il y aura une longue partie questions-réponses parce que c'est sur un sujet où le diable est dans les détails. Voilà. Bien. Alors, j'aimerais quand même dire un truc, c'est vrai que les SDR, pour moi, alors ce que j'appelle SDR, c'est notre acronyme pour dire les prospecteurs, c'est quand même une équipe star dans une entreprise, c'est vraiment le moteur de la croissance, c'est un métier qui est vraiment hyper particulier, parce qu'il demande à savoir parler à un inconnu et qu'il nous raconte ce qui l'empêche de s'endormir sereinement le soir. Et donc, il faut lire entre les lignes, il faut savoir qualifier. Enfin, c'est vraiment un art de la communication, l'utilisation des leviers psychologiques, qui est très différent du métier commercial, de ceux qui vont prendre un chèque. Et souvent, je trouve que malheureusement, dans les entreprises, c'est pas toujours bien considéré. Et on va essayer de voir aujourd'hui à quel point ce métier peut être critique. Ouais. Voilà, c'était ma petite déclaration d'amour d'entrée. Alors, l'agenda. Oui, alors sur l'agenda, effectivement, dans un premier temps, on va voir donc, est-ce qu'il faut vraiment faire une équipe dédiée. On verra que ça dépend quand même de différents facteurs. Ensuite, donc recruter et former, qui est quelque chose de pas si simple. Les objectifs et quotas. L'organisation, qui, on le verra aussi, est parfois limite paramilitaire. Les outils. Et puis enfin, les pièges à éviter. Très bien. Alors, faut-il une équipe dédiée? Alors, la première chose, c'est qu'il faut voir ce qu'on entend par équipe dédiée. Il y a toujours, pour faire simple, il y a deux modèles. Il peut y en avoir plus que ça, mais on va reprendre ça notamment un peu plus tard sur les statistiques. Il y a un modèle qui est un modèle de prise de rendez-vous. On n'est pas encore dans la téléprospection, c'est comment on qualifie un modèle de prise de rendez-vous. On a grosso modo 5-10 minutes au téléphone avec un décideur, on essaye de l'avoir, on va pitcher. Et on va essayer de lui dire, il faudrait se rencontrer. Voilà, et on va prendre un rendez-vous pour un commercial. Et à l'inverse, qui est un peu plus notre modèle quand même, le modèle de consulting. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est ce que tu me disais, c'est que ça dépend un peu de qui on attaque, ça dépend de si on évangélise le marché, selon notre proposition de valeur, etc. On verra que les résultats peuvent être similaires, mais c'est un choix. Et la démarche consulting, c'est effectivement plutôt de passer 45 minutes, 1 heure avec un décideur, et là vraiment de bien qualifier son contexte, ses problématiques, etc. On reviendra dessus, si vous avez plein de questions là-dessus sur comment choisir l'un ou l'autre, on verra ensemble. Il y a aussi une question de modèle économique qu'on voulait souligner. Mettre en place une équipe dédiée à la prospection n'est pas valable pour tous les modèles économiques d'entreprise. Ça implique souvent un coût d'acquisition. Alors les entreprises ne le calculent pas toujours quel est leur coût d'acquisition. C'est à la fois le marketing, la prospection, les commerciaux. C'est tout ce que j'ai pu dépenser pour signer un contrat. Et on est généralement, ça peut vraiment varier selon si on optimise ou pas, mais on va être entre 6 000 et 18 000 euros. C'est ce qu'on voit en coût d'acquisition d'un client. C'est ce qu'on voit généralement. On essaie de vous donner des chiffres un peu benchmark. Ouais. C'est pas une science exacte, hein, mais à peu près ça. C'est ça. Et puis où est-ce qu'on les met? C'est une autre question aussi. Est-ce qu'on les met au marketing ou on les met à la vente? Alors majoritairement ils sont mis à la vente. Chez nous c'est pas le cas. Non, effectivement. Marketing, pour un intérêt, c'est que le marketing ne donne plus des contacts à des commerciaux, mais il leur donne des projets qualifiés. Voilà. Et ça change pas mal de choses. Et puis ça permet au marketing d'être vraiment au contact avec les clients. Et puis d'être, du coup, ces incentives, il est beaucoup plus impacté vraiment sur quelque chose qui est très lié aux revenus de l'entreprise. Moi, je trouve ça très vertueux pour en parler. Hein. Il peut y avoir des avis contraires, évidemment. Bien.
Alors Rima, toi tu as préparé Oui. ça, une équipe pour la croissance. Alors en fait c'est suite au webinaire qu'on avait présenté le mois dernier, donc peut-être certains d'entre vous y ont assisté, sur nos champions de la croissance, une étude des Échos. Et donc on y a associé aussi une étude notamment de Deloitte et puis notre benchmark qu'on avait utilisé. Donc pour vous en dire un petit peu plus, finalement pour faire cette statistique, on a utilisé un de nos outils où il y a plus de 400 critères et on a effectivement pour cette statistique en particulier poussé côté B2B forcément, et puis donc prospection. Et on se rend compte que nos champions en France mettent un point d'honneur quand même à la prospection, donc à avoir une équipe dédiée qui est encore plus représentatif pour le FAST 500 IMIA de l'étude Deloitte, où là on est sur 63%. Alors pour ceux qui n'ont pas vu effectivement le webinaire, c'est vraiment les champions, c'est les 500 entreprises qui font la plus forte croissance en France. C'est ça. Et on a vraiment poussé sur l'analyse. Et donc voilà, par rapport à aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que on voit que clairement, la prospection dédiée est un facteur de croissance pour nos champions. Ouais, c'est assez parlant comme graphique. Pour aller un petit peu plus loin, on a été analyser le tout par secteur. Donc on voit effectivement les secteurs les plus représentés, donc ça va être logiciel, télécom, conseil en gestion, etc. Alors effectivement, est-ce que c'est parce que ce sont les secteurs qui sont les plus concurrentiels ou qui ont une marge plus élevée? Donc c'est à voir, mais voilà, effectivement, ce sont les secteurs où il y a le plus d'équipes de prospection. Est-ce que c'est la marge ou est-ce que c'est la pression concurrentielle? Ok. Recruter et former, alors voilà un sujet délicat. La première chose, je vais évacuer un peu parce qu'on avait fait il y a 1 an un webinaire vraiment ce type de webconférence vraiment sur comment recruter et comment on recrute chez nous et comment on forme. On en avait fait 2, donc on est allé vraiment très loin. Je vais passer rapidement, grosso modo les stratégies de recrutement, je vais enfoncer une porte ouverte, soit vous prenez un cabinet, il y en a de très bien, voilà, qui sont spécialisés sur les commerciaux ou pas d'ailleurs. Soit vous décidez effectivement de faire en interne et là vous avez soit des sites dédiés type Welcome to the Jungle, ce genre de choses sont très sympas, et vous avez après majoritairement c'est LinkedIn. Je passe rapidement là-dessus parce que ce qui est le plus important selon moi, c'est vraiment que on comprenne bien que les CV ne donnent pas grand-chose malheureusement et que ce qu'on utilise nous pour essayer d'évaluer des prospecteurs, je vais vous commenter ce tableur, on a besoin de faire une grille d'évaluation parce que ça dure pendant des semaines, ça dure pendant des mois. Parfois les recrutements, on n'arrive plus à les comparer. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on recrute vraiment les gens sur ce qu'on appelle les soft skills. Ouais. C'est les compétences humaines qui ne sont pas forcément techniques ou validées par un diplôme. C'est toute la difficulté. Si on regarde un peu dans le détail, d'ailleurs, on va voir que ce qui est surpondéré dans ce qu'on va noter, c'est la connaissance de l'environnement, du persona, etc., c'est-à-dire avoir la culture, notamment quand vous devez parler 45 minutes à un PDG ou à un directeur commercial, vous avez intérêt à bien comprendre ce que c'est que la vente en B2B. Et puis le deuxième aspect, je voulais juste m'arrêter dessus parce que c'est vachement intéressant. Après la culture, c'est la coachabilité. Et la coachabilité, c'est la capacité à refaire. C'est ce qui va nous permettre de bien former quelqu'un. Donc généralement on fait un exercice et puis on dit faudrait le faire différemment et on voit si la personne est capable de s'adapter. Donc ça c'est vraiment des facteurs qui sont très importants. Le relationnel, savoir se synchroniser, savoir, etc. Il y a plein de facteurs. Alors on en a discuté ensemble avec Emma et plutôt que vous fassiez des captures d'écran, etc., on vous propose de vous partager la grille d'évaluation qui est un peu dynamique. C'est vraiment un outil, vous pouvez l'utiliser, puis vous pouvez l'adapter bien sûr. Faut contacter-nous, on va vous la donner, c'est un partage fichier Excel, voilà, très simple. Voilà. Je vous propose qu'on avance. Oui, donc toujours sur le thème recruter et former. Donc côté recrutement, effectivement, le roleplay va être important. Comme disait Nicolas, c'est-à-dire c'est une mise en situation finalement avec donc le candidat dans son rôle et effectivement le recruteur qui lui va jouer le rôle d'un CEO, directeur marketing, directeur commercial chez nous, pour vous effectivement le personnel que vous allez targeter. Donc le roleplay va être important dans la phase de recrutement, mais aussi de formation. La phase de formation, donc onboarding notamment, qui va durer 3 semaines, où on va généralement faire entre 6 et 8 roleplays.
À la suite de ces roleplays, effectivement, alors la phase, ces 3 semaines, c'est une phase qui est assez intense et beaucoup d'informations à engranger en un temps assez court. Et ça veut dire beaucoup de culture, beaucoup, donc comprendre qui sont nos concurrents, ce qu'on vend, à qui, les process, etc., etc. Donc c'est une phase qui n'est pas évidente. Ensuite vient le ramp-up qui dure entre 3 et 4 mois, où là on est vraiment sur la montée en compétences finalement de la personne, et avec évidemment un côté coaching, quelqu'un vraiment présent, donc que ce soit à travers de la double écoute dans un premier temps, parce qu'on ne laisse pas les personnes dans le bain comme ça tout seul. Il y a effectivement un accompagnement, donc quitte à aiguiller sur une conversation si besoin. Et puis donc voilà, phase de montée en compétences. Et puis pour tout ça, on a le playbook, où là je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Ouais, très important, le playbook. Le playbook, en fait, c'est la Bible, c'est le document de référence. Pourquoi ? Parce que le playbook va contenir toutes les informations importantes, ne serait-ce que quand je vous parlais donc de ces 3 semaines de formation. Dans le playbook, on va retrouver donc ce que l'on vend, tout le détail là-dessus, notre marché, nos concurrents, notamment aussi les process qu'on utilise en interne, ou encore sur les conversations, les scripts, les différents scripts qu'on peut avoir, par rapport à nos personas aussi. Donc comme je vous disais, nous on a des personas différents, et ces personas vont avoir des points de douleur, vont avoir des problématiques qui vont leur être propres. Et donc effectivement dans ce document on va montrer comment on va pouvoir répondre à leurs objections et quel va être entre guillemets le profil psychologique de ces personas. Et là encore, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont un peu peur quand elles commencent à rédiger. Elles se disent waouh, il y a beaucoup de choses, et est-ce que je pense bien à tout? Et donc, ce qu'on souhaitait faire aussi, nous on a pris notre playbook, c'est un truc, ça fait quelques années qu'on a fait ça et qu'on le maintient, ça fait 40 pages, 50 pages. Et on l'a épuré, bien sûr, de tout ce qui nous est vraiment personnel, en laissant toutes les parties, en disant là sur cette partie vous pouvez remplir ça, vous pouvez remplir ça, vous pouvez remplir ça, et on voulait vous le partager. Voilà, donc ceux qui voudraient effectivement rentrer dans la rationalisation de leur process, les écrire et donner toute une bible comme ça alors vous pouvez commencer avec 10 pages, 15 pages, 20 pages, mais au moins vous êtes sûr que vous n'oubliez pas des trucs. Et ça c'est vachement bien parce que voilà, et donc ça vous fera gagner du temps. Donc revenez vers nous, demandez-nous ce document, c'est un document Word qu'on a épuré, on vous explique ce qu'il faudrait mettre à tel ou tel endroit. Et vous gagnerez un temps fou plutôt que de repartir d'une page blanche, quoi. Voilà. Je propose qu'on avance. C'est bon pour toi, pour le playbook ? Complètement. Donc, les sujets qui fâchent, les objectifs et les quotas. Comment on fixe des objectifs ? Alors, notamment si vous êtes en pleine construction, vous n'avez pas forcément d'historique, pas fait beaucoup de prospection, donc vous allez peut-être vous baser un peu sur les benchmarks et les chiffres qu'on va pouvoir vous partager. Alors, comment on fixe des objectifs ? Je refais toujours cette mimique, mais on prend un entonnoir et on l'inverse. Donc, on commence par les deals. On dit combien de deals sur la période on voudrait signer. De ces deals, évidemment, on sait à peu près quel est notre taux de closing quand on a un bon projet qu'on a bien qualifié. Donc, on a notre nombre d'opportunités. Et puis, combien de projets on va considérer, sur lesquels on a investi peut-être 30-40 minutes, et on veut voir un peu s'il y a plus. Et puis, on descend de cette manière-là, l'entonnoir. Ça veut dire qu'on a eu combien de rendez-vous planifiés pour essayer de qualifier les choses. Ça veut dire qu'on a eu combien de réponses, qu'on ait décroché notre téléphone ou qu'on ait envoyé un email ou qu'on ait fait une demande sur LinkedIn. Combien de réponses, combien de rendez-vous d'acceptation. Et puis, ça veut dire combien de leads on engage, tout simplement. Voilà. Que ce soit en outbound ou en inbound, et vous pouvez vous amuser, si vous avez suffisamment de volume, à bien distinguer, et vous verrez qu'effectivement, vos leads inbound ne progressent pas de la même manière que vos leads outbound. Et pour vous donner un peu des éléments de comparaison un peu chiffrés, on est à peu près, j'ai essayé de mettre des gammes de taux de conversion. C'est-à-dire que si on commence en bas, voilà, en bas de l'entonnoir, vous avez 2 à 10% des gens que vous engagez, ça dépend de la manière dans laquelle la manière dont vous les engagez, les technos que vous utilisez, la qualité de vos messages, etc., vont donner une réponse. Et puis là-dedans, dans les réponses, il y a des gens qui envoient bouler, et puis il y a des gens qui acceptent le fait d'avoir un rendez-vous planifié. Et puis ensuite, vous allez qualifier, vous les avoir au téléphone, et de là, vous avez 15 à 35%, nous on est à 33%, c'est assez stable en fait. Une fois qu'un prospecteur est formé, c'est assez stable. De projets qui vont être donnés aux commerciaux parce qu'ils sont parfaitement qualifiés.
Et puis ensuite, les commerciaux, ils vont dire, OK, je crée une opportunité ou je crée pas une opportunité. C'est des modèles assez classiques d'organisation. Nous, on a eu une crise autour de 60% en début d'année. Là, on est bien remonté à 70%. Je crois même qu'on est descendu en dessous des 60%. Et voilà, donc vous avez le nombre d'opportunités qui sont générées, et puis de ces opportunités, vous avez votre taux de closing qui est généralement, alors si vous faites de l'appel d'offres, vous êtes à 10%, si vous êtes en amont d'appel d'offres, vous faites un peu plus, et puis vous pouvez monter à 25, 30, 40%. Voilà. Bien, je reprends ma respiration. Et qu'est-ce que ça veut dire justement en termes de quota? Alors, encore une fois, je suis obligé de faire la distinction entre les deux modèles. Le premier modèle, c'est prise de rendez-vous, ok. Deuxième modèle, c'est on va passer beaucoup plus de temps à faire du consulting, donc le prospecteur va vraiment qualifier plus avant. Et si on reprend ce graphique, on se rend compte que nos taux de conversion, évidemment c'est assez logique, ne sont pas les mêmes, puisqu'on y passe plus de temps. Ouais. Voilà. Et donc d'un rendez-vous planifié où on pitch et on essaye de prendre un rendez-vous, on est généralement à 15-20% de taux d'acceptation. Si le rendez-vous est planifié, s'il est provoqué, évidemment c'est beaucoup moins. Et ensuite on est à 40-50% de projets qui vont être validés ensuite par les commerciaux sur le terrain. Et quand on est en consulting, voilà, je disais 33% tout à l'heure, tu vois, c'est ça, à peu près 30% et autour de 70% de validation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ensuite en termes, il y a un moment il faut mettre des chiffres, voilà. Ça veut dire qu'en prise de rendez-vous, en moyenne, voilà, c'est des statistiques, alors qu'on a pu lire en termes de statistiques et qu'on a pu plus ou moins benchmarker avec toutes les personnes à qui tu parles notamment. 20 projets qualifiés vont donner 9 opportunités par mois. Voilà. Et si vous êtes sur un mode consulting, alors là c'est vraiment notre quota chez nous, c'est un SDR qui a été bien formé, un prospecteur qui a été bien formé au bout de 4 mois, etc. Il doit générer 12 projets qualifiés qui se convertiront en 9 opportunités. Donc ça vous donne, c'est pas une science exacte encore une fois, mais ça vous donne des repères. Voilà. Bien, l'organisation. Oui, alors un graphe que vous avez déjà peut-être vu dans d'autres présentations, mais qui est assez parlant finalement. On voit effectivement que quelqu'un qui prospecte va passer donc, sur la partie sourcing 13% de son temps. Donc je pense notamment inbound à trier, donc sourcer la outbound. En termes de conversation, là, on va être sur du 20%. Et effectivement, la prise de contact, c'est 67%. Donc, il y a toujours un sujet côté prise de contact qui prend un temps assez important. Et l'autre graphe va pas mal l'expliquer. C'est qu'effectivement, on voit entre 2010 et 2017. Alors, je suis désolée, on n'a pas 2017, mais on se doute que ça va en augmentant, malheureusement. Et déjà, entre 2010 et 2016, ça a quasiment doublé. On était entre 4 à 8 tentatives pour pouvoir joindre un prospect. Et donc aujourd'hui, on est quasiment à 8, voire 12 tentatives pour joindre un prospect. Il manque un mot sur le graphique, c'est le nombre de tentatives pour joindre un décideur. Oui. Je rajoute les mots qui changent, qui manquent. Ouais. Voilà. Et les commerciaux s'arrêtent à 1,3 en moyenne. C'est ça. Donc voilà, la prise de contact, ça fait partie de ce genre de choses qui est amené à être structuré, où ça veut dire, en plus on passe par différents canaux, que ce soit le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, son agenda. Donc c'est beaucoup de suivi, beaucoup d'étapes où il faut faire attention, il faut être régulier et rigoureux. Ouais, beaucoup de métriques aussi, ouais. Souvent. Mais enfin ça vient vite, quand on voit le niveau militaire d'organisation d'un prospecteur. Ouais. En général, on a bien compris qu'il faut lui parler métriques. Ça, il arrive bien à le suivre. Donc, ok. Pour aller un petit peu plus dans le détail et comprendre finalement comment faciliter le travail, comment en tout cas un prospecteur va faciliter son travail, il va passer donc par différents canaux comme on le disait, donc soit téléphone, mail, réseaux sociaux, mais ça va aussi être par notamment de l'automatisation d'emails, de séquences pour la prise de contact qui vont effectivement impacter grandement toute cette partie prise de contact. Ça va être aussi à travers le CRM qui va permettre, donc suite à la prise de contact, pouvoir assurer, grâce aux tâches qu'on va pouvoir mettre dans le CRM, un suivi de nos prospects. Et puis surtout, et enfin, il ne faut pas oublier, c'est malheureusement sous-estimé, mais c'est la data. Prioriser la data, parce qu'avec la data, on peut faire beaucoup de choses. Et notamment, ça va être, on va l'utiliser, ça va nous permettre finalement de scorer
nos prospects, savoir comment, en fait, quel va être le meilleur moment pour appeler ces prospects. Donc, soit que ce soit par téléphone, le meilleur moment pour le contacter par téléphone et au meilleur moment à semaine aussi, ou encore par mail ou voire in-mail. Voilà, parce qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser tous les canaux pour pouvoir relancer. Voilà, et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de prestataires qui ont beaucoup de data et qui permettent effectivement de gagner beaucoup de temps. Donc tu nous as parlé un peu du Rich Score, peut-être que les gens connaissent un peu, mais c'est effectivement la facilité pour joindre telle ou telle personne. Hein, donc ça va beaucoup plus vite, j'attaque un compte où je prends une liste et je sais que celui-là il va me répondre, il va me donner un rendez-vous et pas l'autre. En tout cas ma probabilité est plus faible. Le call c'est le bon moment pour l'appeler, il est chaud et il s'intéresse à moi. Le troisième, je voulais quand même faire un petit point là-dessus parce que je trouve ça rigolo et ça permet d'illustrer en fait ce qu'on est capable de faire avec de la data. Et c'est ce que les consultants qui suivent les clients chez nous, c'est ce qu'ils utilisent. C'est un agenda de prospection. En fait, c'est toujours le même principe, c'est je prospecte les questions qu'ont nos clients, elles sont tout à fait naturelles. C'est moi, je prospecte telle personne, tel type d'industrie, comment je m'organise. Voilà. Et en fait, la data peut nous amener une réponse. Là, par exemple, l'extrait que j'ai pris, c'est pour attaquer les directeurs, alors, je suis désolé, c'est en anglais, directeurs marketing en France sur des PME, voilà, tout simplement. Donc ça va utiliser toutes les données qu'on peut avoir d'interaction avec ce type d'interlocuteur. Ça nous permet de voir, par exemple, à quel point ils résistent à la pression ou pas. Donc ça guide aussi nos conversations. On va voir si on doit effectivement faire plusieurs engagements, plusieurs emails, plusieurs téléphones, quelle est la meilleure cadence. Et puis, ça va nous dire comment s'organiser. C'est-à-dire que dans la semaine, on va nous dire, là, c'est plutôt, il faut faire des calls, parce que c'est l'optimum. À ces moments-là, ils répondent et ils nous donnent un rendez-vous. Et à ces autres moments-là, il faut plutôt envoyer des emails, ça va être l'optimum. Et donc, c'est facile. Avec la donnée, j'ai plus qu'à organiser, à me baser là-dessus pour construire mon agenda. Donc voilà, typiquement, c'était pour illustrer ce que la donnée peut permettre de faire. Voilà. Et pour, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est pour gagner du temps. Voilà. Ouais. Bien, les outils. Oui, alors les outils, effectivement, alors on a été voir un petit peu. Ouais, je peux peut-être en parler parce que ce graphique, c'est moi qui l'ai un peu rajouté sur la fin. Effectivement. Ouais. Mais non, mais c'est important parce qu'en fait, on peut pas tout acheter. On sait bien que on peut pas acheter tous les super outils de la terre. Puis il faut former les gens et puis il faut qu'ils s'adaptent. Il faut que ce soit vraiment utile. Combien de fois on a acheté des outils qui servent à rien? Franchement, même moi, je l'ai fait aussi, d'accord. Et donc, en fait, ça vous donne le taux d'équipement des entreprises B2B aux États-Unis. Désolé pour le États-Unis. Et en fait, c'est des mesures qui ont été faites sur quels sont les taux d'équipement, tout simplement. Alors oui, 94% ont un CRM. 84% ont soit du LinkedIn pour les données de contact des LinkedIn Sales Navigator, généralement. Voilà. Qu'on a aussi chez nous d'ailleurs, soit des bases qui permettent de faire du ciblage, des filtres, etc. à des listes d'entreprises, ce qu'on utilise aussi. Et puis maintenant le troisième dans le stack, la troisième brique qui est vraiment très utilisée, c'est pas encore trop le cas encore en France ou en Europe, mais en tout cas c'est le cas aux États-Unis, c'est la plateforme de prospection. C'est un peu ce qu'on vous a montré aussi de ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est ce qui va permettre d'automatiser toutes les tâches autour de la prospection, automatiser le fait de faire des calls, d'envoyer des emails, ce que tu expliquais tout à l'heure. On en envoie plusieurs, on met des calls au milieu et on n'a pas à se mettre des tâches et à penser à rappeler un tel ou telle personne parce qu'il faut plus de 8 touches comme 8. Tu le disais. Voilà. Voire 12. Voilà. Ensuite la signature électronique, etc. Bon, je passe rapidement. En tout cas, il y a quand même un stack un ensemble d'outils qui s'est un peu mis en place. De la manière générale, à quoi ça sert? À quoi ça sert, vous voyez, ce qu'on arrive généralement à faire quand on utilise ces outils-là, je pense effectivement aux trois, c'est qu'on va faire passer les conversations. Vous vous souvenez, le graphique d'Emma, sur 20% du temps est passé à faire des conversations, et là on est sur 79% de conversations, ce qui veut dire que, et ça se mesure, nous on le mesure avec nos clients régulièrement, en passant de 20 à 79% du temps pour ce qu'on les paye. Et enfin, tu vois, un prospecteur, on le paye, on le forme, etc. Pour la qualité de sa conversation, pas pour appuyer sur des boutons et appeler des gens ou pour envoyer des mails. Franchement, c'est un peu dommage. Et donc, on multiplie par 3 cette efficacité. Et donc, évidemment, le volume de rendez-vous aussi, qui est lié. Voilà. Je passe rapidement, comment oui, on intervient effectivement pour du sourcing, on a du scoring, ça j'en ai parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui est l'automatisation de toutes ces tâches répétitives et pénibles autour de la prospection. Voilà.
Les pièges à éviter, alors que vous pourrez, soit vous avez vécu, soit vous pourriez les vivre. Oui, parfois il y a beaucoup de turnover et c'est vraiment des souffrances, ça, de tout le temps être en train de recruter et les gens repartent alors qu'on se rend bien compte, nous on met 4 mois pour que quelqu'un devienne ait un bon niveau. S'il part si sa durée de vie c'est 6 mois, alors on a tout perdu, quoi. Et donc ça veut dire qu'effectivement il y a des pièges pour éviter le turnover, je vais le voir un peu, et surtout après un espèce d'essoufflement et le fait que l'efficacité va baisser avec le temps. Ça, c'est aussi un problème qu'on va rencontrer. Les pièges, c'est bien sûr de sous-investir. On n'en a pas trop dit, mais c'est vrai que nous, on n'est pas très fan des stages et des alternances. Ben, encore une fois, parce qu'il faut 4 mois. Ben, voilà. Quand il faut 4 mois pour avoir quelqu'un qui est vraiment bon, le stage ou l'alternance, ou alors il faut que ce soit en fin de cycle et qu'on puisse l'embaucher derrière. Mais bon. C'est vrai que parfois, en fait, c'est un problème de valorisation de l'équipe de prospection et on pense que l'équipe de prospection, c'est les petits salaires, quoi. Et je pense qu'au contraire, il faut investir. C'est le cœur de la croissance de l'entreprise, quoi. Bien sûr, la formation, les outils, le management. Le management, en général, on dit en commerce, il faut un manager pour 7 commerciaux. En équipe de prospection, on est plutôt sur un manager pour 5 prospecteurs. Parce qu'en fait, c'est comme le lait sur le feu. Il y a tout le temps des choses à ajuster, à vérifier, etc., etc. Il y a vraiment une dynamique très particulière et il ne faut pas sous-estimer le management. Alors, quand on n'est pas prêt pour l'arrivée, le prospecteur arrive, il n'a pas de process, il n'y a pas de playbook et les objectifs sont inatteignables. Ça, c'est le principal problème. J'ai fixé les objectifs. Comme ça, je le sens bien. Et en fait, au bout de 3 mois, il se rend compte que les objectifs sont inatteignables. Bon, il part tout de suite. Haute difficulté, je ne l'ai pas mis ici, mais on dit qu'on va les payer en fin d'année. Non, les prospecteurs, il faut les payer le mois d'après, direct. Parce que c'est un travail qui demande tellement de ténacité, tellement d'implication qu'il faut qu'on touche tout de suite le bénéfice de son travail. Et ça, c'est aussi le turnover, hein. Qu'est-ce qu'on leur propose comme plan de carrière, comme futur, comme projection. C'est vrai que les gens chez nous, on n'a pas trop le souci avant 1 an parce que vraiment il y a l'art de la conversation et puis c'est tellement intéressant de parler avec plein de dirigeants, plein de modèles, plein de boîtes différentes et tout. On n'a pas de lassitude, mais la lassitude, elle commence déjà à pointer dès que quelqu'un est là depuis 1 an. Et donc, qu'est-ce qu'on lui propose ? On pourra en parler. Si vous avez des questions là-dessus, on prendra un peu plus de temps. Alors, si vous reposez sur une seule tactique de génération de leads, ça, on en a aussi. Moi, je fais que du salon. Moi, je fais que de l'inbound digital. Moi, je fais que outbound. Bah, vous prenez un gros risque parce que le jour où ça marche moins bien, vous ne pouvez pas équilibrer et votre prospecteur il ne peut pas se réorienter vers une autre tactique qui fonctionne bien. Donc lui donner un panel en lui disant ça c'est ce qui fonctionne le mieux mais fais aussi un peu ça et fais aussi un peu ça. Ça permet aussi qu'ils s'inscrivent dans le temps et qu'on ne crée pas des angoisses de cette manière-là. C'est comme en fait quand on cherche à joindre un prospect, on va utiliser pas mal de canaux, je pense le téléphone, le mail et les emails. Et c'est la même chose, il ne faut pas hésiter à jouer avec ce qu'on a en fait. Ouais. Et le dernier, alors ça c'est vraiment un truc de management, quand on valorise la pénibilité et ceux qui sont trop hard workers, oui mais en fait c'est pas la pénibilité qu'il faut valoriser, c'est la qualité de la conversation selon moi, et pour le coup on est vraiment dans le succès quand on valorise la personne pour ce qu'elle est, pour ses qualités humaines et relationnelles, que d'être uniquement sur le hard collar, c'est celui qui est le mieux vu par le management. Bon alors là l'essoufflement il est très rapide pour le coup de l'équipe. On fait un petit résumé avant de passer aux questions-réponses. Posez vos questions-réponses au fur et à mesure, je ne vous l'ai pas redit, mais c'est vrai que si on veut que ce soit fluide, ce serait bien. Alors en résumé... Pardon, excuse-moi. Donc voilà, les équipes de prospection sont des facteurs de croissance, comme on l'a vu avec la fameuse étude qu'on avait pu faire sur le webinaire, n'hésitez pas à regarder sur nos champions de la croissance. Ensuite, donc, le recrutement et la formation se font sur des compétences humaines. Donc, comme Nicolas nous l'a bien présenté, on va regarder avant tout, donc, on va pas regarder son CV, on va regarder la personne en tant que telle et puis ce qu'elle aura à nous apporter. Ensuite, c'est un investissement important en préparation, management et pilotage. Effectivement, on a vu le recrutement comme la formation,
c'est 3 à 4 mois pour monter en compétence, donc ça veut dire 6 mois pour commencer à être à l'aise. Donc c'est du temps. Vous devez choisir un modèle de prospection. On a vu que les résultats pouvaient être à peu près identiques, mais voyez aussi où on en parle ensemble, hein, même si c'est pas le bon moment pour vous de regarder pour des outils, mais au moins on peut en parler ensemble est-ce que c'est adapté, est-ce que vous êtes en évangélisation, est-ce que votre persona, c'est le genre de choses avec lequel ça peut aller, enfin, votre interlocuteur. Il y a plein de variables, il y a beaucoup de bon sens aussi. Voilà. Les outils de ciblage, prospection multiplient par 3 le nombre de rendez-vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Voilà. Encore une fois, on peut vous aider.